Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Audrey Crespo-Marin recevra la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dans 15 minutes. Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. L'ennemi public numéro 1 s'appelle Cherif Shekat. Il mesure 1m80, cheveux noirs, teint mat, avec une marque sur le haut du front. La police a lancé un appel à témoins. Le tueur présumé reste pour l'instant introuvable. Le parcours meurtrier est aujourd'hui connu. 2 personnes assassinées en plein centre de Strasbourg. Une autre est dans un état de mort cérébrale. Il s'appelle Kamal. Il avait fui la guerre d'Afghanistan. Il a été touché d'une balle dans la tête devant sa famille. La France est donc une nouvelle fois ensanglantée. Le suspect est dans la nature. Dans ce contexte, que vont faire les gilets jaunes? Manifester samedi ou s'abstenir? Les syndicats de police les appellent à faire une pause. Europe 1. Comment Cherif Shekat a-t-il pu s'échapper mardi soir? Vous le savez, il échange une première fois des tirs avec les soldats de Sentinelle. C'était dans le centre de Strasbourg. Ça ne l'arrête pas. Il force un taxi à l'emmener dans le quartier de Neudorf. Là, à 2 reprises, il tire sur des policiers qui ripostent et pourtant, il parvient à disparaître. Arthur Mbaché, bonjour. Bonjour David. Vous êtes en direct sur place pour Europe 1. Il s'avère, Arthur, que c'est dans ce secteur du Neudorf que Cherif Shekat a passé toute son enfance. Et quand il descend du taxi à Neudorf, rue d'Épinal, avec sa blessure au bras, Cherif Shekat a une idée claire en tête, David, refaire ce qu'il maîtrise parfaitement depuis qu'il a 12-13 ans, semer les policiers dans les jardins du quartier de son enfance. À 200 mètres de là, au fond d'une impasse, il y a une maison, aujourd'hui en travaux. Le fugitif strasbourgeois y a vécu une quinzaine d'années. La période de ses premières armes de délinquant. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit hier que dès l'âge de 10 ans, il avait un comportement qui relevait du pénal. Eh bien, dans le quartier, on nous raconte les descentes de police régulières et les prouesses de ce gamin, de ses frères et de leurs copains pour escalader les grillages, se glisser sur le toit d'un garage, se cacher dans une cabane un moment, échapper aux forces de l'ordre. Malgré son bras blessé avant-hier soir, Cherif Shekat a apparemment refait le coup, comme à l'époque où il vivait ici avec sa mère, sa sœur et ses 3 frères, dont l'un aujourd'hui en garde à vue, s'était fait remarquer dans le quartier puisqu'après les attentats de Paris, il s'était mis à porter barbe et djellaba. Merci Arthur Mbaché, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1. La frontière avec l'Allemagne est verrouillée, chaque véhicule est systématiquement fouillé. En tout, 720 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les autorités ont donc, je vous le disais en titre, lancé un appel à témoins. Toute personne en possession d'informations est invitée à composer le numéro 197. Voilà pour le suspect. On va parler maintenant des victimes, David Doucan. Oui, on déplore 2 morts, 12 blessés, dont 6 sont toujours en urgence absolue. Et puis, il y a Kamal, ce quadragénaire, père de famille d'origine afghane. Il avait obtenu la nationalité française. Mardi soir, Cherif Shekat a visé la tête et Kamal est aujourd'hui en état de mort cérébrale. Pierre Herbulot. Il a fui la guerre en Afghanistan, il va mourir en France d'une balle dans la tête. Kamal a 30 ans quand il débarque à Strasbourg en 2004 avec ses parents. C'est un nouveau départ, il se marie, fait des enfants, 2 garçons, 1 fille et monte son entreprise, un garage automobile dans le quartier de la Méno. Un vrai dingue de travail très professionnel, c'est là qu'il était heureux, raconte l'un de ses proches à l'hôpital. Ils ne sont pas moins d'une centaine à se succéder à son chevet hier, amis, voisins ou encore cousins. Comme David. C'était un très bon vivant, c'était quelqu'un qui a fait du mal à personne, sur qui on pouvait compter, qui aidait les gens au quotidien, c'était une personne dynamique. C'est dégueulasse, c'était pas le moment pour lui. C'est tragique parce que ça arrive devant sa femme et ses enfants. Mais ça, je vous dis, c'est inhumain. Une personne qui est constituée normalement, quelle que soit la religion, ne doit pas faire ça. La religion, partie intégrante de la vie de Kamal. Il fréquentait assidûment la mosquée de Strasbourg. La quarantaine passée, il avait toujours un physique de sportif, grâce au volley, au foot et à la piscine où il allait tous les dimanches matins avec ses enfants. C'est pour eux qu'il était au marché de Noël au moment de l'attaque, pour leur montrer la beauté des décorations. Pierre Herbulot pour Europe 1. Et la menace terroriste vient percuter la crise sociale que traverse notre pays, David Doucan. Oui, à l'exception de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, c'est la quasi-totalité de la classe politique qui appelle les Gilets jaunes à ne pas réitérer leur manifestation samedi prochain. Le week-end dernier, 89 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés. Est-ce possible de recommencer alors qu'un terroriste présumé est dans la nature? Même le syndicat Unité SGP Police, qui, vous vous en souvenez, soutenait les Gilets jaunes au début du mouvement, répond non. Écoutez l'un des secrétaires nationaux de ce syndicat, Ahmed Korbosli, au micro européen de Stéphane Place.
Malheureusement, ça va encore plus créer de tensions au sein des forces de l'ordre. Mais on espère qu'il n'y aura pas d'acte 5, surtout même si de manière générale, on arrive à faire un turnover. N'empêche que les collègues là sont fatigués, ils sont tous très fatigués, ils sont tendus, ils ont besoin de repos, on les rappelle sur leur repos. Aujourd'hui, c'est des rappels incessants. Et puis, on l'apprend ce matin, un manifestant portant un gilet jaune est décédé cette nuit à Avignon, dans le Vaucluse. Il a été percuté par un camion. Selon les informations de Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1, le conducteur, un routier polonais de 26 ans, avait refusé de se soumettre à un barrage. Il a ensuite pris la fuite. Arrêté un peu plus tard, il est désormais en garde à vue. L'homme qui a été tué avait 23 ans. C'est le 6e mort que l'on déplore depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Les policiers fatigués, la menace terroriste, mais aussi les mesures annoncées par Emmanuel Macron. David. Oui, le président a promis une douzaine de milliards d'euros de dépenses publiques en faveur du pouvoir d'achat, au risque, et c'est désormais assumé, de faire déraper le déficit. Alors pour limiter la casse, le gouvernement réfléchit très sérieusement à aller chercher l'argent du côté des entreprises. Les explications d'Anne-Laure Jumet. Les grandes entreprises doivent prendre leur part, c'est une question de justice sociale. Voilà ce qu'on dit en ce moment à Bercy, qui a bien entendu l'un des messages portés par les Gilets jaunes. Il faut que les plus riches contribuent. Or, les grandes entreprises devaient bénéficier l'an prochain d'un avantage fiscal, une baisse de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, selon nos informations, la piste qui est très sérieusement étudiée en ce moment, c'est de reporter d'1 an cette mesure. En plus de répondre aux Gilets jaunes, ça présente le grand avantage d'économiser des sommes importantes, 2,5 milliards d'euros, soit le quart du financement à trouver pour honorer les annonces faites par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Alors l'idée, c'est bien de jouer sur le calendrier sans casser la politique pro-entreprise. C'est pour cela que si cette piste se confirmait, l'objectif resterait inchangé, avec un taux d'impôt sur les sociétés à 25% à la fin du quinquennat. Information signée Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe. Le journal de David Doucan avec Theresa May qui a sauvé sa tête hier soir. Oui, elle a gagné une bataille. Le vote de défiance organisé par son propre parti n'a pas recueilli la majorité au Parlement. Cependant, ce sont tout de même un tiers des députés conservateurs qui ont voté pour la désavouer. Voilà qui la met en position de faiblesse alors qu'elle ira aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet européen dédié au Brexit. Dans ce contexte de blocage, une idée ressurgit au Royaume-Uni avec de plus en plus de force, celle d'un second référendum. 1 million de Britanniques a signé une pétition le réclamant. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Sébastien Krebs. Il y a encore quelques mois, cette hypothèse paraissait totalement farfelue. Aujourd'hui, face au blocage, elle fait partie des possibles scénarios de sortie de crise. Un second référendum, c'est ce que défend depuis longtemps Justin, venu crier sa colère, drapeau européen en main, au pied de Big Ben. On vit un cauchemar, ça pourrait très mal finir. Les politiques ne pensent qu'à eux. Il est temps de se réveiller et de faire du bruit. Un nouveau vote du peuple, c'est la seule option possible, défend cette prof d'anglais. Theresa May a toujours écarté cette option, mais certains de ses ministres s'y sont ralliés et presque 60% des Britanniques, selon un sondage qui dit aussi qu'il serait aujourd'hui une majorité à vouloir revenir en arrière. C'est tout l'espoir de ce chef d'entreprise, Praful Nargund. Il y a eu un basculement dans l'opinion. Les gens estiment que ce n'est pas ce qu'on leur a promis. Quel que soit l'accord, on sera perdant. Et maintenant qu'on le sait, il faut en finir, en organisant un référendum au plus vite. Encore faudrait-il définir quelles questions seraient posées et trouver là encore une majorité au Parlement pour déclencher ce retour aux urnes. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1. Et à 8h12, Vincent Herouette reviendra sur le Conseil européen avec Theresa May, un conseil qu'il qualifie de sommet des éclopés. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. Un accident de train est survenu tôt ce matin à Ankara, en Turquie. 7 personnes sont mortes. Le bilan vient de s'aggraver. Une passerelle s'est effondrée sur une rame à grande vitesse. Au moins 2 wagons ont déraillé. Et Europe 1 vous l'annonçait il y a déjà plusieurs semaines, je crois que c'était le mois dernier, Michel Houellebecq publie son nouveau roman le 4 janvier prochain. Oui, le titre, ce sera Sérotonine. C'est le nom d'un neurotransmetteur associé à l'état de bonheur. La promotion de cet événement littéraire est savamment orchestrée. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour David. Alors c'est très particulier Nicolas, l'éditeur vous a remis un exemplaire du livre, mais vous vous êtes engagé à ne rien en dire. Écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Je suis allé chez l'éditeur hier pour récupérer mon exemplaire accompagné de cette note qui nous demande très solennellement, ce sont les mots de l'éditeur, de respecter un embargo fixé au 27 décembre. C'est-à-dire donc que je ne peux rien vous dévoiler de l'intrigue, même pas vous lire la première phrase qui donne pourtant superbement le ton du livre. Je peux quand même vous dire qu'il pèse 347 pages et qu'il est tiré à 320 000 exemplaires. C'est considérable. Et quant au titre,
sérotonine, donc c'est le neurotransmetteur associé à l'état de bonheur. Mais quand on a lu même un seul roman de Michel Houellebecq, on se doute que ce ne sera pas un feel-good book. Alors pourquoi tant de discrétion? Simplement parce que Houellebecq est à part dans le paysage littéraire. Je demande parfois aux écrivains étrangers que je croise de me citer des écrivains français contemporains vivants. Il n'y en a qu'un. Un seul, à tous les coups, Michel Houellebecq. Après, il me parle de Camus, de Proust ou de Flaubert, mais je leur rappelle qu'ils sont morts et que c'est pas du jeu. Donc oui, qu'on l'aime ou non, c'est un écrivain qui compte pour son époque. Son éditeur Flammarion le sait et il le soigne. Il lance donc son prochain roman comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'événement littéraire de la rentrée d'hiver. Merci à vous, Nicolas Caron. On précise, pour tout le monde ne parle pas anglais, un feel-good book, un livre qui permet de bien se sentir. Qui fait du bien.